Alors après les troubles de mémoire, après les autres troubles cognitifs, maintenant on va voir les troubles psychocomportementaux. Il faut les voir parce qu'ils sont importants, c'est un tournant dans la maladie. Ils sont interdépendants, ils s'associent entre eux, leur fréquence augmente au cours de l'évolution de la maladie. On va voir qu'il est parfois urgent de patienter, il ne faut pas trop agir trop vite devant ces troubles du comportement. Ils nécessitent une prise en charge adaptée, souvent d'ailleurs non médicamenteuse. Et il faut avoir beaucoup d'expertise vis-à-vis de ces troubles du comportement, car c'est un vrai problème. Ils ont des conséquences importantes, risque d'épuisement des soignants et des aidants, risque de maltraitance ou de négligence, aggravation du pronostic fonctionnel de la maladie, risque de prescription de médicaments inappropriés et risque accru d'hospitalisation. Voilà, pour toutes ces raisons, c'est un tournant dans la maladie d'Alzheimer. Alors, je vous propose là une classification qui, je me pense, est assez utile pour classer, je dirais, ces différents troubles du comportement. Ils peuvent être du domaine affectif ou émotionnel, et au premier rang duquel l'apathie, l'anxiété, on en reparlera. Ils peuvent être la traduction de comportements moteurs aberrants avec agitation, agressivité, compulsion, comptage à haute voix, répétition gestuelle, etc., voire désinhibition. Un peu plus tard dans l'évolution de la maladie, ils peuvent rentrer dans le domaine, je dirais, des comportements psychotiques, avec hallucinations, idées délirantes, troubles de l'identification ou troubles perceptifs. Enfin, ça peut être des troubles des conduites élémentaires, troubles du sommeil, troubles des conduites alimentaires ou troubles d'ordre sexuel. Alors la fréquence, voyons si vous voulez la fréquence de ces troubles psychocomportementaux au cours de la maladie. Alors le plus important en termes de fréquence globale, c'est l'apathie. Et c'est l'occasion quand même de vous expliquer ce qu'est l'apathie. L'apathie, c'est, comme vous le savez, c'est une sorte de diminution d'activité générale. Ce sont des patients qui restent souvent assis dans un fauteuil et qui ne font plus ce qu'ils avaient eu l'habitude de faire avant. Et cela inquiète beaucoup les familles, paradoxalement, parce que dans une certaine mesure, le patient ne fait pas grand-chose, donc on pourrait considérer que finalement c'est plutôt du repos pour l'entourage. Non, ce n'est pas du repos pour l'entourage, c'est de l'inquiétude, parce que l'entourage se dit « mais ce n'est pas lui, ça, il était actif avant, il ne fait plus rien, pourquoi ?» Et ils interprètent souvent ça comme le signe d'une dépression, et ils considèrent que si le patient ne fait plus rien, c'est qu'il est déprimé. Et j'ai l'habitude de poser la question directement au patient et de leur dire « Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes malheureux ?» et le plus souvent, ces patients apathiques n'expriment pas de sentiments dépressifs. Il y a une apathie primaire dans la maladie d'Alzheimer. Cette apathie est liée à l'atteinte des régions qui sont impliquées dans la pulsion à agir. Quand on a cette maladie, on a des lésions dans cette région et donc on n'est plus incité à agir. Donc il ne faut pas forcément vivre l'apathie qui est un élément, comme vous voyez, qui est un des éléments les plus importants de la maladie d'Alzheimer. Il ne faut pas le vivre comme un signe dépressif de la part des patients. Il y a aussi de la dépression chez ces patients et je pense que c'est même un peu surestimé, là, 44%, ça me paraît un peu élevé. Il y a beaucoup d'anxiété, il peut y avoir de l'agitation, de l'irritabilité, du délire, et après des hallucinations. Vous voyez, mais les hallucinations sont finalement assez faibles et plutôt observées en fin d'évolution. Et d'ailleurs, vous avez là, je dirais, la répartition de ces troubles psychocomportementaux en fonction du stade de la maladie. Dans les stades débutants, c'est plutôt l'anxiété, la dépression, puis après l'apathie, et puis enfin, vous voyez, les éléments un peu plus psychotiques avec l'irritabilité, l'agitation, les idées délirantes et l'hallucination pour des MMS inférieurs à 18. Le MMS, c'est un score, une sorte de thermomètre de l'état cognitif qui est gradué de 0 à 30. Nous avons, vous et moi probablement, un score de MMS autour de 30. Au cours de la maladie d'Alzheimer, le MMS au stade débutant est supérieur à 20. Au-dessous de 20, c'est déjà une maladie probablement de démence, au stade de démence. Et puis, plus ça descend, plus l'atteinte est sévère. Que faire? La première chose, c'est qu'il faut éliminer une comorbidité. Les gériatres insistent beaucoup là-dessus. Ils disent que quand un patient est agité, c'est qu'il y a peut-être, c'est sa mode, dans une certaine mesure, un mode d'expression d'un malaise,
d'un mal-être, et il faut rechercher la cause de ce mal-être, une infection urinaire, un fécalome, des troubles métaboliques, des douleurs qui sont mal exprimées et qui se résultent par une agitation, par une irritabilité, par une apathie, etc., déshydratation, décompensation d'une pathologie chronique, etc. Pensez aussi à la iatrogénie, car effectivement, des médicaments peuvent avoir des conséquences néfastes. Certaines, par exemple, il y a des antidépresseurs qui donnent des hallucinations, etc., etc. Ne pas oublier la maltraitance. L'agitation peut être le signe d'une maltraitance et il faut être bien vigilant et y penser. Enfin, savoir attendre, comme je l'ai dit au début. Il y a quelques techniques d'intervention selon la personne et la situation. Et par exemple, l'écoute active, inciter la personne à s'exprimer, détourner l'attention, stimuler les sens, adapter l'environnement, éviter les sous-stimulations, l'isolement, ou au contraire les surstimulations, le bruit, la luminosité qui peut être responsable d'un état d'anxiété chez un patient qui ne comprend pas très bien ce qui se passe autour de lui. Enregistrer des voix de proches évoquant des souvenirs positifs, ça peut être utile en cas de crise, ça rassure. Réminiscence, rappeler à la personne des souvenirs favorisant son estime. Enfin, toucher affectif, communiquer du réconfort par le toucher, bien sûr, si la personne l'accepte. Voilà quelques pistes, mais ces troubles du comportement, vous l'avez compris, c'est généralement associé à une phase déjà un peu avancée. C'est au cours de la démence qu'on observe, le stade de démence qu'on va observer ces troubles du comportement. Il faut voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils signifient, est-ce qu'ils expriment quelque chose que le patient a du mal à exprimer autrement que par de l'agitation, de l'anxiété, etc. Il y a notamment en fin de journée quelque chose que nous avons l'habitude de connaître, nous les médecins, c'est ce qu'on appelle le sundowning, c'est-à-dire cette impression de malaise, d'angoisse que les patients ont généralement en fin de journée à la tombée du soleil, le changement de luminosité à l'intérieur de la maison. Il y a quelque chose qui les dérange et il y a souvent des phases d'anxiété qui est assez troublante. Et là, il ne faut pas hésiter à leur donner peut-être un petit médicament qui va les sédater un peu. Voilà en gros les troubles du comportement. Donc on a vu les troubles de mémoire, les troubles cognitifs et les troubles de comportement. On a vu finalement l'ensemble des troubles qui sont observés au cours de la maladie d'Alzheimer.